Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, au dernier épisode, j'ai reçu Alanis et Florence, deux étudiantes autochtones avec qui j'ai parlé de l'identité autochtone en général, des enjeux qui l'entourent. Donc, on a parlé de la langue, de la diffusion de la culture, de la loi sur les Indiens, même de la transmission du statut selon cette loi-là. Ça a été vraiment instructif, puis j'ai appris beaucoup personnellement, donc je vous invite à aller écouter ça. Dans cet épisode-ci, on va parler de l'extinction du caribou forestier, mais on va changer un peu de format, donc dans le sens que la majorité de l'émission va être une entrevue avec un spécialiste qui a été faite sur le terrain par Emery, qui est avec moi aujourd'hui. Donc, allô, ça va? Salut Charlotte, ça va bien toi? Ben oui, donc avant de se lancer dans l'entrevue, ce serait intéressant peut-être que tu nous fasses un tour d'horizon sur l'enjeu puis nous dire pourquoi ça t'a intéressé et tout. Oui, absolument. Dans le fond, moi, j'ai décidé de faire le balado, l'épisode sur le caribou forestier, parce que c'est un sujet qui revient dans l'actualité dernièrement, surtout dans mon coin de pays, en Abitibi-Témiscamingue. Mais dernièrement aussi, on retrouve le sujet un peu partout dans les grands médias au Québec, principalement parce que la stratégie de protection du caribou forestier est en train de se refaire et va être publiée en juin par le gouvernement du Québec. Alors, il y a des consultations qui se font présentement et c'est ce qui fait qu'on entend beaucoup parler dernièrement. Et puis, je trouvais que c'est un sujet que mes connaissances sur le domaine sont pas incroyables. Puis en fait, je parle beaucoup pour moi. Ouais. Tu sais, par exemple, il y a un troupeau de caribous au sud de Val-d'Or. Et puis moi, qui est natif de Val-d'Or, qui est un gars de bois, j'aime aller dans le bois. Quand j'étais jeune, je faisais des scouts. J'en connais pas tant que ça sur le sujet. Puis j'ai appris selon le secondaire qu'il y avait des caribous au sud de Val-d'Or. Et je me dis, voyons donc, pourquoi je le savais pas avant. Puis tu sais, c'est drôle, le contexte dans lequel je l'ai appris, c'est justement, c'est publié dans des journaux locaux que le gouvernement voulait envoyer les caribous au zoo de Saint-Félicien parce que le troupeau allait pas assez bien, il était trop vulnérable. Fait que, tu sais, c'est un peu dans ce contexte-là, la première fois que j'ai appris qu'il y avait des caribous au sud de Val-d'Or, je me suis dit que ça serait plaisant d'en apprendre davantage et d'aller voir sur le terrain qu'est-ce que les experts en pensent. Super. Puis, tu sais, je veux dire, comme tu dis, on connaît pas ça, le caribou. Moi, personnellement, je viens pas d'une région où il y en a. Fait que peux-tu un peu me parler juste des caribous en général? Est-ce que tu as de l'info là-dessus? Genre, au Québec, je pense qu'il y a 3 types de caribous, c'est ça? Ouais. Exactement. Okay. Au Québec, il y a 3 écotypes de caribous qu'on appelle. Il y a le caribou des bois, le caribou forestier qu'on appelle aussi, le montagnard et puis le caribou migrateur, dans le fond, qui est plus dans le nord du Québec. On va commencer par lui. J'ai contacté Adèle Michaud, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en biologie, qui, son sujet de maîtrise porte sur le caribou migrateur. Alors, j'aimerais d'abord la remercier pour son temps. Elle a répondu à quelques questions par téléphone. Dans le fond, elle m'expliquait que le caribou migrateur, il va pas très bien. Dans le fond, il y a 2 grands troupeaux au Québec. Il y a celui de la rivière aux Feuilles et il y a le troupeau de la rivière Georges. En ce qui concerne le troupeau de la rivière Georges, il y a un déclin de 99% depuis les 30 dernières années. C'est quand même... Ça n'a aucun sens, là. C'est énorme. 99%. Le troupeau est passé de 800 000 individus, alors presque 1 million, à 7 000 individus aujourd'hui. OK. C'est ça aussi, tu sais, Adèle m'expliquait que dans le fond, la façon de recenser les individus, c'est pas parfait, là. Ils le font par vue aérienne, ils le font par avion, etc. Alors, c'est clair qu'il y a des marges d'erreur, mais quand même, ce qu'on aperçoit, c'est que mais c'est ça drastique, va pas bien. là. Oui, exactement. Il y a vraiment une diminution du troupeau des individus. Et c'est la même affaire pour le troupeau de la rivière aux Feuilles, qui est passé d'environ 630 000 individus à 200 000 individus. Alors, encore là, une perte importante du troupeau, là. Puis ça, en comme moins de... Je pense que c'est 2001 à 2016, c'est fou. Oui, c'est à peine 20-30 ans. Là, c'est très rapide comme déclin. C'est principalement dû au changement climatique. Ça a un impact sur leurs écosystèmes, sur la faune, la flore. Ça fait que c'est plus difficile de s'alimenter, plus difficile de se mouvoir sur le territoire également. Ensuite, au Québec, il y a le caribou montagnard. Celui-là, on le retrouve principalement en Gaspésie. En vrai, ça m'étonne qu'il y ait du caribou en Gaspésie. Je suis comme dans ma tête, c'est comme pas un climat qui... Ouais. Mais justement, dans les Chic-Chocs, il y a des montagnes, il y a beaucoup de neige l'hiver. Il y a des forêts matures également. Fait que, ça permet justement d'avoir le caribou montagnard. Eux autres aussi, ça va pas très bien, le caribou montagnard de la Gaspésie. Il y a un déclin de 78%. Il reste en ce moment à 34 individus. 34. Puis finalement, il y a aussi le caribou forestier, qui est un peu partout sur le territoire québécois. Cependant, il y a seulement 3 populations qui subsistent davantage au sud par rapport à la baie James. Il y a le caribou de Val-d'Or, celui de Charlevoix et celui du réservoir Pipmouacan.
J'ai peut-être pas la bonne prononciation, là. Alors voilà, c'est les trois seuls troupeaux de caribous qui persistent encore aujourd'hui. Et ils sont tous dans un état très critique. Puis on sait-tu, évidemment, les changements climatiques, c'est une cause évidente, là. Mais y a-tu d'autres... Oui, c'est ça. Dans le fond, pour le caribou forestier, ce qu'on sait, c'est que principalement, la plus grande menace, c'est l'industrie forestière. Ce qui se passe, c'est que le caribou forestier, il est très vulnérable à tout changement dans son environnement. On dit, si je ne me trompe pas, que c'est environ Si on va sur le territoire du caribou, puis il y a 35% du territoire qui est affecté par l'activité humaine, le caribou devient dans une situation critique. Okay. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est... Parfois, ça va jusqu'à 75% du territoire du caribou qui est affecté par l'activité humaine. Alors, ça fait que le caribou est vraiment dans une situation qui est vulnérable. Il y a différentes raisons. C'est d'abord les chemins forestiers qui représentent une des plus grandes menaces à cause des prédateurs. Ça facilite les prédateurs à se mouvoir sur le territoire. Okay. Et eux, les caribous, sont un peu... pas nerveux, mais... sont anxieux. Exactement, sont anxieux. Ça fait que... Ils préfèrent rester dans des forêts qui sont matures, dans des arbres qui sont cachés, qui sont dans la grosse neige. C'est là qu'ils vont rester. Alors, quand ils vont pas aller sur un chemin forestier, contrairement à leur prédateur principal, qui est le loup ou l'ours, qui, eux, vont se mouvoir justement sur les chemins forestiers, puis ils vont ensuite attaquer plus facilement le caribou qui, lui, est caché dans la forêt. Puis les chemins forestiers, c'est fait par l'homme, là, dans le fond. Oui, absolument. Là, c'est fait pour l'exploitation des forêts. Okay. Il y a aussi la raison du fait qu'en coupant des arbres matures, on enlève directement l'habitat principal du caribou forestier. En plus d'enlever sa nourriture principale, qui se nourrit beaucoup de mousse à caribou qu'on appelle le fameux lichen. OK. Alors, c'est ça, c'est ce qui rend le caribou forestier si vulnérable là, en ce moment. Puis, peux-tu nous parler un peu de ton invité que tu vas interviewer? Oui, dans le fond, j'ai interviewé Henri Jacob. Lui, c'est un grand autodidacte, dans le fond. Il est devenu spécialiste de la faune et de la flore, mais vraiment par son expérience terrain. Lui, dans le fond, il est militant écologiste depuis environ les années 70. Okay. Il était militant écologiste avant même de savoir que cette expression-là existait. Dans le fond, lui aussi, tu sais, il s'occupe de plein de dossiers. Il s'est investi beaucoup dans le dossier du caribou, mais dans plusieurs autres. Par exemple, depuis les années 80, je pense, il va environ à chaque année 5 semaines en forêt pour aller baguer des canards au lac Parent afin justement de suivre leur évolution dans le temps. Il a également vécu plus de 10 ans en forêt avec sa famille sans électricité ni eau chaude, seulement pour observer la nature de plus près, savoir et comprendre le fonctionnement des animaux. Oui, vraiment. C'est un radical. Il est investi. Oui, pas radical, mais c'est ça. Puis ce qui est chouette, c'est que... Un excentrique, c'est ça que je veux dire. Exactement. Ouais. Ce qui est chouette aussi, on s'est entretenu à un lieu à Val-d'Or qui s'appelle l'École Buissonnière, qui est dans la forêt Piché-le-Moine. Puis ça, c'est un lieu qui a été protégé grâce à ces interventions. Alors, je trouvais ça cool, je trouvais ça plaisant d'aller jaser à cet endroit-là qui a rendu accessible à des chemins pédestres, des sentiers pour éviter l'exploitation forestière à cet endroit-là. C'est très cool. Donc, sans plus attendre, on va enchaîner avec l'entrevue. Donc, bonne écoute. Bonjour, je suis présentement à l'école Buissonnière qui est en banlieue de Val-d'Or, qui est un endroit protégé qui offre des sentiers pédestres dans la forêt Piché-le-Moine. Je suis accompagné d'Henri Jacob, un militant écologiste qui est entre autres fondateur du regroupement écologiste de Val-d'Or et des environs, aussi appelé Le Rêve. Il est cofondateur de l'Action Boréale avec Richard Desjardins. Il a également récemment écrit un livre, Chronique d'un écocide, l'effacement des caribous de Val-d'Or. Henri Jacob, bonjour, merci d'être avec moi. C'est moi qui te remercie. Vous allez bien? Oui. Oui, super. Alors, mais dans le fond, pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu nous expliques dans quel contexte et de quelle façon tu as appris qu'il y avait des caribous en Abitibi-Témiscamingue. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, c'était en 68. C'était mon premier voyage à Montréal, parce que je viens de plus loin. J'avais, avec un petit groupe, on avait monté à Montréal, puis j'avais vu un panneau jaune avec un panneau de danger avec la silhouette d'un caribou. Mm-hmm. Moi, je pensais, j'ai dit, pour moi, le gars du ministère, il a confondu un peu les pancartes. Fait qu'en revenant du voyage, j'ai commencé à m'informer. Comme il n'y avait pas d'Internet, c'était surtout à la bibliothèque, des téléphones aux gardes-chasse, pour apprendre qu'effectivement, il y avait des caribous au sud de Val-d'Or. Fait que c'était un peu comme ça, j'ai essayé de trouver toute l'information que je pouvais, parce que la nature m'a toujours intéressé, puis naturellement, les animaux en général. Mais comme c'était un animal qui, à mon point de vue, théoriquement, il n'était pas par ici. Puis c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu des caribous partout au Québec,
mettons, avant l'arrivée de Jacques Cartier. Tu sais. C'est intéressant que à une époque pas si lointaine, ben la présence même du caribou était pratiquement inconnue aux yeux de la population de l'Abitibi. Et puis, il y avait des pancartes, mais la population n'avait pas l'air au courant. Ben, en fait, c'est ça, c'est la seule chose qui pourrait être au courant, c'est qu'il y avait un petit panneau jaune qui était un panneau de danger, là, qui indiquait un caribou, mais pour beaucoup de monde, peut-être qu'ils ne le voyaient pas. Bon, je vais dire, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont pas comment je vais dire, la curiosité des choses comme ça, mais tu passes à côté, tu prends pas le temps de réaliser ce que tu as vu. Mais c'est vrai que ici, en Abitibi, il y avait pas beaucoup de monde, je te dirais, jusqu'à une dizaine d'années, qui était au courant qu'on avait la chance d'avoir une herde de caribou, qui est la plus au sud du Québec, présentement. Que ça a c'est pour ça qu'on dit que c'est un troupeau unique. On appelle ça un troupeau relique, parce que c'est le relique des grands troupeaux qui couvraient le Québec. Ah oui, ok. Fait qu'il est vraiment unique au monde. Puis dans ce sens-là, pour nous autres, on trouve que c'est une grande richesse. C'est important. Pas juste pour le caribou, c'est pour son habitat. C'est parce que c'est un habitat particulier, c'est des vieilles forêts. Malheureusement, ce qui intéresse les compagnies forestières, c'est les vieilles forêts aussi, puis il en reste de moins en moins. Puis la plupart, on le voit à Charlevoix, on le voit ici, on le voit en Gaspésie, on le voit dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tous les herdes sont présentement en déclin. Ils risquent de disparaître si on s'en mêle pas. Ah, je comprends. Voulez-vous qu'on continue l'entretien justement en marchant? Est-ce que tu m'entends quand même bien? Oui, je t'entends très bien. Les chantiers sont assez étroits. Dans le fond, faire un petit survol dans le temps, on va se ramener dans les années 80. La MRC de la Vallée de l'Or a élaboré son premier schéma d'aménagement du territoire. Et puis, le maire de Val-d'Or de l'époque a refusé d'y inclure dans le fond territoire de protection pour les caribous forestiers, disant qu'il n'en avait jamais vu. À ce moment-là, c'est quoi les informations qu'on avait sur le troupeau même? Ben, en fait, justement, quand il y a eu le premier schéma d'aménagement, là, il fallait qu'il fasse l'inventaire un peu de tout ce qu'il y avait sur le territoire. Et on s'est aperçu qu'il y avait des particularités, et dont cette unicité-là, des caribous qui étaient près de Val-d'Or. Fait puis il y avait déjà reconnu par les ministères un territoire c'était le territoire de la Harpe de Val-d'Or. C'est un petit territoire de 1200 km², ça paraît énorme, mais c'est pas si gros que ça. Puis, naturellement, nous, on a insisté pour que ça soit dans le premier schéma d'aménagement. Puis quand ils ont fait la présentation au public, l'ancien maire de Val-d'Or de l'époque, M. André Pelletier, ben lui, a décidé de dire, moi je vois pas à quoi ça sert, j'en ai jamais vu, puis même s'il y en avait, on peut pas les chasser, on peut pas les manger, ça sert à rien. Naturellement, ça a été ma première vraie bataille contre les compagnies. Dans cette première bataille-là, c'était quoi vos actions que vous avez menées pour protéger le caribou? Ben, une des choses, on a fait une manifestation ici à Val-d'Or, en passant dans les écoles primaires. Le rêve avait un petit journal qui s'appelait L'aboyeur public. Et on a demandé à la commission scolaire si on pouvait aller dans les récréations, c'était au mois de juin, dans la semaine de l'environnement. Fait qu'on a eu ce prétexte-là de dire on va sensibiliser les jeunes. Fait qu'on était déguisés en clown, puis on allait juste dans les cours d'école, pas déranger l'horaire des étudiants, tu sais. Mais en fin de compte, ce qu'on a pu avoir, c'est qu'on a sensibilisé les jeunes en leur demandant de faire une petite pétition. OK. Et puis c'est ça, dans le fond, vous avez mis une pétition, puis si je me trompe pas, elle a peut-être été trop populaire, ou du moins, elle s'est rendue aux oreilles de personnes qui étaient peut-être pas contentes de cette pétition-là. Je pense à l'ancien responsable des finances de la compagnie Forex. Puis qu'est-ce qu'il disait, lui? Ben, en fait, ce qui est arrivé de plus spécial, c'est qu'à l'époque, quand on a passé on avait une petite subvention de, je pense, 1000 $ pour faire ça. Ça fait qu'on avait ciblé 4 écoles de la commission scolaire. Puis, il y a après qu'on ait fait les calques, ça avait bien été le fun avec les jeunes, on avait bien ri. On a reçu un téléphone de l'école Saint-Joseph, et ils nous disent, ben, comment je fais ça que vous êtes proposé chez nous? Fait que moi, j'ai recontacté mes chums, j'ai dit, regarde, on va en faire une de plus. En fin de compte, on en a fait 2 de plus, mais on va à cette école-là, puis on fait la même chose. On joue des clowns, un peu de musique, puis de l'animation, en leur parlant justement que le caribou, c'était une espèce qui était unique et qui était menacée. Donc, ce serait important que les jeunes, s'ils voulaient faire un peu. Et ça a donné que la fille de M. Lecel était dans ce groupe d'élèves-là et il a demandé à son père
de signer la pétition pour sauver les caribous et, et son père n'a pas aimé ça. Fait qu'il y a eu une série de lettres qui a été écrites en nous disant qu'on manipulait les enfants à des fins politiques. Une grosse, lui il a pris ça vraiment à cœur, comme si c'était sa cause. Mhm. Puis il nous a fait une publicité. Il a écrit au gouvernement du Québec. Le premier ministre a envoyé un enquêteur pour vérifier si on n'était pas un groupe de terroristes ou je sais pas quoi. OK. Fait que, on a, les agents de conservation sont venus me voir. En tout cas, ça a été une grosse saga. Ça nous a fait une bonne publicité. C'est ce qu'on a remercié M. Lessel après de nous avoir fait de la publicité gratis parce que ça aurait passé... C'est juste un truc. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il a fait une plainte à la commission scolaire. La commission scolaire a retiré les boîtes pour recevoir les pétitions des jeunes. Mhm. Et là, quand on a appris ça, on n'était pas une bonne humeur. C'est qu'on est allé voir le directeur de la commission scolaire, puis on a dit, ben, vous allez remettre D'abord, il y a eu une personne qui s'est plainte, c'était la première des choses. Mhm. Puis l'autre chose, on avait votre permission. Puis je pense que ce serait mieux pour vous de les remettre là qu'on aille plus loin un peu. Donc, on avait certaines histoires qui n'auraient pas aimé qu'on sorte publiquement. Fait que les boîtes ont été remises et après, ça a duré une semaine, cette pétition-là. Les jeunes ont ramassé, si je me rappelle, c'est alentour de 3000 et plus de signataires. 3700, je pense. 3700, c'est exactement, je me rappelle le chiffre. 3700 personnes, des adultes qui ont signé. Ça nous a vraiment surpris. Puis, naturellement, on a envoyé cette pétition-là au gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un effet, cette pétition-là? Ben, en fait, l'effet que ça a eu, ce qui est assez drôle, c'est que quand on a recommencé, il y a à peu près 15 ans, là, les sites, on a recommencé un peu plus parce qu'on venait sporadiquement toutes les fois qu'on avait le moyen. Mm-hmm. Mais là, il y a une quinzaine d'années, c'est revenu parce qu'il y a 10-12 ans, le ministre responsable voulait les envoyer dans le zoo à Saint-Félicien. Mm-hmm. Nous, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Et là, ce qu'il y a eu de drôle, c'est qu'on a eu des enfants qu'on avait sensibilisés au primaire qui sont venus nous rappelant qu'eux autres avaient été, ça les avait marqués. Rappelait, ouais. C'est ça, ça les avait marqués, puis on commençait à mobiliser des gens à leur tour. Semer des graines un peu. Ouais, c'est ça qu'on a été surpris. Puis c'est ça souvent que je dis, quand tu es militant, des fois, tu sais pas qui tu vas rencontrer qui peut faire une différence. Mm-hmm. Comme quand j'ai rencontré ton père, qui a fait demander qu'on ait une équipe de commanditer une équipe de soccer. Tu sais. On a dit mais ça nous a fait un autre genre de publicité qu'on n'a pas normalement le moyen ici en Abitibi, des groupes comme nous autres de faire. Fait que c'est des fois c'est ça, c'est que t'as des rencontres puis c'est toujours ça un peu. T'as des rencontres que ça a l'air des fois anodin, puis des fois ça a une grosse importance. Ça garde un impact. Dans le fond, c'est intéressant. Juste avant te dire, j'ai arrêté ici parce que tu vois, cette grosse épinette-là, mm-hmm. c'est le point de départ de tous les sentiers de l'école buissonnière. OK, ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carte satellite, c'était des photos aériennes. Puis cette épinette-là était tellement haute, tu peux imaginer, on pouvait la voir du haut. Ça fait que c'était parti du site, on rentrait à travers le bois parce qu'on voulait pas, durant 3 ans qu'on a fait les sentiers, on voulait pas que les gens le sachent, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on a fait tous les sentiers, mais ça, c'était notre point de départ. Puis il est tombé. Ah ouais? C'est juste une anecdote, je peux dire. Oui, c'est intéressant quand même. Pour remonter dans le temps, fait que là, ça, c'est les actions que vous avez eues environ des années 80. Puis entre les années 90, 2000, il y a eu un peu de période creuse, une période sombre pour le caribou de Val-d'Or. Il y avait moins d'engouement. Ben, en fait, c'est ça, c'est que t'en parlais, mais comme on est aussi dans une région, la région d'Abitibi, on est loin des médias nationaux. Ici, on a un petit journal que je dirais régional, l'Écho. Ouais. Mais l'autre, si tu posais un article une fois par mois, c'est comme si c'était parce que naturellement, il y avait des commanditaires aux journaux, puis comme nous, on fait pas vraiment de publicité pour les compagnies extractrices de ressources, soit minières ou forestières. On passe ça pas souvent. Puis comme on est en Abitibi, comme je te dis, ben, passer dans les médias nationaux, ils ont déjà, eux autres, un genre de mini... Dans leurs agendas, ils ont quelques noms et ça leur permet de tout le temps rappeler les mêmes personnes. Ce qui est un peu dommage, mais c'est notre réalité. Fait que il y a eu, c'est ça, comme il n'y avait pas beaucoup de changements dans l'activité, on pouvait juste dire, on essayait d'intervenir auprès des ministères, mais l'avoir en disant, tu sais, assurez-vous que au moins d'essayer de minimiser les dégâts, puis on voulait, nous autres, qu'ils ferment au moins les chemins, ce qu'ils n'ont pas fait. Okay. Puis aujourd'hui, ben là, il y avait peut-être à l'époque, dans l'air à Caribou, il devait peut-être avoir peut-être 7-8 camps de chasse.
OK. Aujourd'hui, là, on doit avoir à peu près 200 quelques. Fait que c'est vraiment, il y a du chemin à profusion dans ce territoire-là. Ouais, il y a beaucoup de chemins forestiers. Tu sais, au tournant de cette période plus sombre-là, au début des années 2000, il y a eu la création de l'Action Boréale. Pouvez-vous nous expliquer, dans le fond, c'est quoi au juste l'Action Boréale? C'est quoi leur lutte? En fait, la première, ce qui est arrivé, c'est que Richard Desjardins, il a décidé de faire un film sur l'exploitation forestière. C'était L'Erreur Boréale. L'Erreur Boréale. Et après une couple puis on se connaissait comme ça. D'ailleurs, il y a un sentier, celui-là, ce sentier-là est au nom de Richard Desjardins. OK, intéressant. Puis ce qu'on a dans... Richard me disait, tu sais, là, ça a fait un gros tollé. Beaucoup de monde parle de ça, mais ça va tomber. Tu sais. Ouais. Le gouvernement a tendance à essayer de laisser mourir les contestations. Ouais. Fait que c'est là qu'on a dit, regarde, on va former une association de citoyens pour essayer de garder le sujet tout le temps, je dirais, ouvert, là, pour être sûr que le monde continue à parler des sujets de l'exploitation forestière. Et faire comprendre que c'est pas parce qu'on est des écologistes qu'on est contre l'exploitation forestière. Ce que nous autres on dit, c'est que il y a pas juste les arbres, un peu comme dans le cas du caribou. Ben, si tu ramasses les arbres, autrement dit, tu fais disparaître l'espèce qui est exactement ce qui s'est produit. Donc, ça a été une suite logique de l'erreur boréale de faire ce regroupement-là, qui aujourd'hui encore, on est reconnu un peu comme étant peut-être un peu les plus graffinants au niveau du gouvernement. Même que des groupes de Montréal qui ont tendance à essayer de nous un peu nous dénigrer parce que justement quand on écrit, c'est habituellement ça fait un peu plus mal. Tu sais. Ça dérange, hein? Ben ça dérange parce que je remarque que moi j'ai commencé en 1972, fait que j'ai connu tous les ministres d'environnement, puis probablement tous les ministres. Quand je dis connu, je les ai rencontrés. Parce que je militais aussi au niveau du Québec et au niveau du Canada, dans des associations. Puis, nous autres, avec l'Action Boréale, on dit maintenant, là, il est temps de lever le ton, d'arrêter de juste de dire, ben, on va lui expliquer tranquillement l'importance, puis on voyait bien que les forêts diminuaient, puis c'est un peu la stratégie qu'on a employée. Comme pour ici, on a décidé d'occuper le territoire, qui était une façon, à l'époque, capable d'empêcher l'industrie de venir couper. Et pour le caribou, on a dit, mais là, on va se servir vraiment de la question des médias, puis la sensibilité des gens, et leur faire comprendre que c'est pas uniquement le caribou qui nous intéresse, nous autres, c'est toute la biodiversité. Et le caribou, bien naturellement, c'est la figure dominante. Si tu fais disparaître le caribou, ben là, comme si l'industrie a plus d'obstacles à aller ramasser la forêt. Puis aussi, dans votre livre, vous dites que le caribou, c'est une espèce qui est une espèce parapluie. Ben exactement. C'est ça que quand on dit une espèce parapluie, c'est une espèce qui nous indique, si elle, dans le cas de la foresterie, si elle disparaît, ça veut dire que tu fais pas de la bonne foresterie. C'est le baromètre. C'est ça, c'est un peu comme un baromètre. C'est pour ça qu'on dit une espèce parapluie, parce que c'est invisible. Parce que oui, il y a des oiseaux qui vont disparaître aussi, il y a des insectes, il y a d'autres mammifères, des petits mammifères qu'on voit moins, comme les souris, etc., qui vont aussi disparaître parce qu'ils dépendent, eux autres aussi sont adaptés aux vieux écosystèmes. Et il y a des plantes, dont du lichen aussi. Parce que le lichen, juste pour dire, c'est la nourriture principale du caribou, mais c'est un genre de mélange entre une plante et un champignon, qui est vraiment particulier. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, ça va y prendre 60 ans à s'établir si tu coupes une forêt avant qu'il revienne. Fait que naturellement, c'est dans ce sens-là qu'on dit, si t'es pas capable d'adapter ta foresterie au territoire, ben le problème, c'est que votre génération puis la génération de mes petits-enfants, ben ils n'en verront pas de gros arbres de même. Là. Tu sais, ils vont voir tous des petits arbres, parce que en 60 ans, là, tu peux pas avoir des arbres de ce grosseur-là. Ça n'a pas le temps, ouais. Puis avec ça, c'est pas juste la grosseur des arbres, comme je te dis, c'est tout l'écosystème qui est différent. La biodiversité. C'est ça. C'est des espèces souvent qui sont adaptées à de la vieille forêt. C'est pour ça que je te dis que si tu vois disparaître le caribou, tu sais qu'il y a beaucoup d'autres espèces, dont la martre et d'autres espèces animales et floristiques qui vont disparaître. Ah, c'est très clair quand même. En 2003, il y a le gouvernement du Canada qui a désigné le caribou forestier comme une espèce menacée. En 2005, le gouvernement du Québec a désigné l'espèce comme étant vulnérable. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre la désignation espèce menacée et espèce vulnérable par respectivement les gouvernements du Canada et du Québec?
En fait, pourquoi le gouvernement... Parce que quand tu as une espèce menacée, que le gouvernement l'identifie comme une espèce menacée, il y a des règles qui impliquent que tu dois tout faire pour le protéger. Parce qu'on dit qu'il est menacé, c'est qu'il s'en va. Il est à la veille de disparaître si on fait rien. Le gouvernement du Québec, quand il l'a appelé une espèce sensible ou je m'en rappelle plus, vulnérable, c'est qu'il essaie de le rendre un peu moins. OK. Ce qui fait qu'il n'est pas obligé officiellement de mettre en action toutes ces actions qui est écrit dans sa propre loi. Dès que le gouvernement du Québec, s'il écrit que c'est une espèce menacée, ben il est obligé, par ses propres règles, c'est ses propres lois, de le protéger et de faire tout, mettre tout en action pour essayer de sauver l'espèce. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre la façon que le considère le gouvernement canadien et le gouvernement québécois? Pourquoi ils n'ont pas la même valeur, la même protection? Ben, la grosse différence, c'est que les ressources qui sont sur le territoire, la forêt, les mines et tout ça, c'est de gestion provinciale. Le fédéral, lui, il a la gestion de ce qui est de l'eau. En fait, comme, mettons, les poissons et les oiseaux migrateurs, mais pas les oiseaux qui vont passer, comme, mettons, le mésange. C'est de juridiction provinciale, mais le canard va être, comme il migre, il est de gestion fédérale. C'est bien ancré dans la Constitution. C'est ça. Ben, ça fait que le gouvernement du Québec, naturellement, comme il a la gestion des armes, puis il est pogné avec des contrats qu'il donne aux compagnies. Fait que naturellement, il essaye d'enlever les irritants à pouvoir couper tout ce qu'il veut couper. OK. C'est un peu pour ça qu'on essaye là, présentement, c'est une des choses qu'on essaye de faire, c'est on essaye de sensibiliser le fédéral. Parce que le fédéral a aussi, dans sa loi, ses espèces menacées. Quand tu as un gouvernement régional ou provincial qui ne fait pas ce qu'il devrait faire dans une espèce menacée, ben le fédéral a le droit d'intervenir. Comme il l'a fait avec la fauvette faux grillon à Laval, la petite grenouille. Il a imposé, parce qu'il peut l'imposer pour une espèce menacée. Fait que c'est là, il y a toujours le jeu politique. Ils essayent de faire, ils veulent pas trop se mettre en guerre de peur de perdre comme ils sont les deux, tu sais. Surtout le fédéral de ce temps-là, il va aller probablement en élection bientôt. Il va pas perdre le Québec parce qu'il perd le pouvoir aussi. C'est pour ça qu'il n'ose pas trop. Même lui-même faire ses propres... toujours derrière ça. C'est malheureux. Indéniable, Ce qui devrait pas arriver parce que quand tu parles de biodiversité, c'est pour tout le monde, c'est pas juste, tu sais, ça n'a pas de frontières, tu sais. Ah non. C'est le bien de tout le monde, tu sais. Maintenant, on va s'arrêter pour une petite pause sur un extrait de chanson, Le gars de la compagnie des Cowboys fringants. Je vous invite à porter une attention toute particulière aux paroles. À tantôt. Pendant des années, ils ont coupé comme des défoncés. La demande est trop grande pour ce que la forêt peut donner. Mais c'est pas bien grave, ils ont des chums au gouvernement qui sont remontés au nord, continuer les coupes à blanc. Les Amérindiens, ceux qui chassent de père en fils, ont voulu leur parler, ils sont fait dire rentrez chez vous. C'est pas avec vous autres qu'on va faire des bénéfices. Pour nous, un caribou, c'est bien plus beau sur un grand dessous. En 2005, il y a eu le plan de rétablissement du caribou 2005-2012 qui avait des objectifs spécifiques concernant la harde de Val-d'Or. C'était environ 50 individus qui voulaient avoir en 2015. Et évidemment, l'objectif n'a pas été atteint. Ensuite, il y a eu un plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023 qui avait le même objectif de 50 individus, mais cette fois-ci pour 2020. Dans les deux cas, ça n'a pas été atteint. Dans le fond, c'était quoi exactement ces plans-là? En fait, le gouvernement du Québec, il a constitué un groupe qui s'appelle le groupe pour le rétablissement du caribou. Eux ont publié en 2005 un document qui est à la demande du gouvernement, qui était le plan de rétablissement des différentes hardes de caribou. Eux autres, ils ont fait l'inventaire un peu partout. Puis pour les hardes isolées, comme celle de Val-d'Or, là, le chiffre qui est revenu, c'est 50. En fait, c'est ce qu'il y avait quand j'ai commencé à m'occuper du topo de caribou en 1900. Quand on a vraiment commencé à sortir, là, il y avait ça une cinquantaine de caribous. Okay. Puis à 50 caribous, si l'habitat est suffisant pour la nourriture et les abris, ils peuvent se maintenir. Mais quand ils descendent en bas de ça, là la situation devient précaire. Parce que c'est pas une espèce, contrairement à l'orignal, qui il se multiplie très, très vite. Les femelles vont avoir
un petit par année et il y a souvent un bon taux de mortalité. Ah oui, OK. Donc, ils n'arrivent pas à faire suffisamment de petits pour remplacer la mortalité et des vieux et de ceux qui sont malades. C'est pour ça le chiffre 50. Fait que quand ils ont sorti ce document-là en 2005, le gouvernement a refusé de le publier. Moi, c'est 2 ans et demi après que quelqu'un m'a envoyé, on appelle ça une enveloppe brune, elle était peut-être pas brune, mais c'est le document. J'ai reçu le document qui était sur une tablette parce que le gouvernement ne voulait pas le rendre public. Pourquoi? Parce que justement, on disait là-dedans, voici ce que vous devez faire selon vos propres règles pour sauver les espèces en danger. Dans ce cas-là, c'était le caribou, là, partout au niveau du Québec. Puis il y avait des cibles spécifiques pour les différentes arbres au sud. Nous autres, c'était minimum 50 bêtes. Et d'ailleurs, on a même nous-mêmes publié un plan plus tard, ce qui est arrivé avec ces mêmes propositions-là. Okay. Donc, tous les scientifiques qui travaillaient avaient contribué à ça. Ils étaient bien déçus de voir que le gouvernement ne publiait pas. Ça fait que nous autres, quand on l'a eu, moi, j'ai téléphoné au cabinet du ministre à l'époque, M. Béchard. Là, j'ai dit, dites au ministre que si dans une semaine, il publie pas le rapport, moi, je le publie. Ils ont pris ça probablement que c'était juste une boutade. Mais ils savaient pas que je l'avais. Ça fait qu'on l'a publié. Là, j'ai eu des téléphones du cabinet du ministre me disant que ça n'avait pas d'affaires à publier ça. Les réponses étaient plus rapides cette fois-ci. Quand ils ont vu que ça a sorti, parce que naturellement, là, les journalistes se sont mis les appeler, comment se fait ça? Si ça fait 2 ans qu'il est fait puis il n'est pas sorti, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils ont été obligés de donner des réponses. Mais c'est ça, ça fait que nous autres, on l'a publié, puis on continue à dire que malgré tout ce qui s'est passé, malgré la destruction de son habitat, on devrait, pareil, tout tenter, ne serait-ce que pour dire aux prochaines générations, on a un exemple qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis maintenant, voici, quand il arrive une autre espèce qui est dans le chemin de l'exploitation, ben on doit tenir compte de sa survie. C'est prioritaire parce que on a perdu la moitié de tous les animaux, là, les mammifères sur la Terre. Il y en a la moitié qui sont disparus depuis les années 70. Mais on parle pas là, de l'ancien temps. Là. Ben, c'est récent, tu sais, à une vitesse énorme. Tout le même problème, c'est qu'on détruit l'habitat. Ça fait que naturellement, ces espèces-là, c'est comme si on t'enlève le frigidaire et toute la nourriture, ben tu vivras pas bien longtemps. Il reste plus grand-chose. Hein? Ben, c'est ça, tu sais. En 2009, il y a eu le premier colloque sur le caribou forestier, le colloque ADIC. C'est ça. C'est bien prononcé. Oui, qui signifie justement caribou en algonquin. Ouais, en Anishinaabe. Ouais. En algonquin, c'est ça aussi. Et dans le fond, suite à un colloque, il y a eu le premier consensus. Dans le fond, ce colloque-là menait un consensus qui devait élaborer un comité de rétablissement de la harde. Mais le comité, finalement, ça l'a pas vraiment levé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a exactement, avec le ministère, les biologistes responsables qui étaient de bonne foi ici, eux autres, ils étaient bien contents que nous autres, on intervienne, parce que les autres, à l'intérieur, ne pouvaient pas intervenir. Ça fait que là, on avait le mandat d'un colloque de former un comité avec le ministère. On a formé ce comité-là. Il y avait des représentants de trois je dirais, communautés autochtones ici en Abitibi, qui gravitent alentour de ce territoire-là. Il y avait nous autres, ceux qui représentaient des groupes comme nous autres. Il y avait des riverains qui étaient dans le coin du Sabourin, qui sont là. Okay. Il y avait des chasseurs, il y avait des gens de compagnies forestières. Puis on a formé ce comité-là, mais on s'est aperçu qu'à toutes les fois durant 2 ans, on a travaillé pour tout faire pour essayer d'améliorer la situation, tu sais. Puis à toutes les fois qu'on faisait des recommandations, le ministère responsable des forêts nous disait toujours la même chose. Tu sais. On peut pas appliquer ça parce que nous autres, on a des contrats de signer avec des compagnies forestières. Parce que naturellement, ce qu'on demandait, nous autres, c'est de protéger une bonne partie du territoire qui n'avait pas encore été trop magané et essayer de fermer le plus de chemins possible. Puis jamais qu'ils ont voulu collaborer. Ça fait qu'à un moment donné, et les communautés autochtones, nous autres, et les représentants des riverains, on a tous démissionné en bloc. Ça fait en sorte que ils ont essayé de continuer le comité, mais ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'ils ont perdu, tu sais, un peu comme toute crédibilité. Parce que là, il manquait des... Il aussi, il manquait de financement, si je me trompe pas. Ben, tellement que c'est comme le ministère à Québec, il voulait même pas aider ses propres, comment je peux dire ça, ses propres fonctionnaires qui travaillaient avec nous autres,
que le ministère était obligé il y avait des colliers, mais juste pour aller mettre des colliers ou protéger les femelles, il a fallu qu'ils demandent une subvention. C'était une minière qui donnait une subvention. Mhm. Puis, ils ne pouvaient pas donner une subvention directe au ministère. Fait qu'ils l'ont donné au groupe, un des groupes qui était à l'intérieur pour, supposément, qui ont fait un petit enclos qu'on appelle un enclos de maternité. Pour la gestation. C'est ça. Puis ça a pas été, ça a été un demi-succès. Ça aurait pu, parce que ça aurait pu être bon s'il y avait eu un projet, ça aurait fait partie d'un projet. Mais juste une action comme ça n'a pas, comment je pourrais dire ça, ça a pas l'effet escompté parce que tu améliores pas la situation. Si tu avais 50 bêtes, puis là tu dis on aurait monté avec 50 bêtes en même temps qu'on protège les femelles avec les petits au moment de la mise bas, ben là, ça aurait eu un effet. Mais quand tu fais juste essayer, comme on dit, il n'y a pas assez de femelles pour pouvoir remplacer. C'est juste que tu donnes une petite chance, mais qui est pas suffisante pour sauver l'herbe. Comment ça se fait justement que ce soit une compagnie minière qui investisse dans cet enclos-là et non le gouvernement lui-même? Ben ça, c'est notre autre gros problème. Que moi, en tant que militant, ce que je dis, c'est que notre gouvernement ne représente plus les gens pour qui il est censé représenter. Parce que on sait que la population, autant ici qu'un peu partout, se bat pour essayer de dire hey, il faut diminuer l'exploitation parce qu'on est en train de tout perdre. Puis même, on va perdre la foresterie avec parce que si tu coupes trop vite, tu te retrouves tout le temps que de plus en plus les arbres sont petits. Fait que là, à un moment donné, tu vas en manquer pareil. Fait qu'on veut changer, on veut changer la façon qu'on exploite nos ressources naturelles pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la capacité de la nature. Et voilà, c'est ça le gros problème, tu sais, qu'on se retrouve. Mm-hmm. Et puis, dans le fond, on va faire un autre saut dans le temps. En 2017, il y a le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui voulait que les caribous forestiers se retrouvent au zoo de Saint-Félicien. Alors, Jacob, c'était quoi votre réaction quand vous avez appris ça? Ben, en fait, je l'ai appris, d'abord, il annonce quelques jours avant, j'entends parler qu'il va y avoir une grosse conférence qui va se tenir ici à Val-d'Or, okay. Le ministre va faire une annonce sur le caribou. Puis, non, bon, il avait juste oublié de m'inviter. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis rendu pareil à l'endroit, c'était au club de golf, cette Val-d'Or. Okay. Je me suis rendu là, mais j'ai attendu dans l'auto jusqu'à quand j'ai vu qu'il restait à peu près 5 minutes. Là, je suis rentré, là, les gens à la porte, M. Jacob, il dit, vous êtes pas sur la liste. Il regarde, écrit-les ici. Puis là, je suis rentré. Fait qu'il pouvait pas, il y avait comme les dignitaires, le maire de Saint-Félicien et les gens du gouvernement, dont le ministre, commençaient à vouloir rentrer. Ce qui était une affaire assez cocasse, comme je suis arrivé le dernier, ben, il y avait juste une place dans le premier rang en avant, juste en avant de la porte, où les autres sont rentrés. Okay. Le premier qui rentre, il m'aperçoit, il fait comme une bizarre de face, puis là, ben, il s'est senti mal, il était juste en face, fait qu'il me donne la main. Fait que tous les autres qui ont suivi, ils sont tous venus me donner la main, parce qu'ils savaient pas, tu sais, surtout le monde de Saint-Félicien, qui était tout de suite en arrière, ils savaient pas qui j'étais. Du moins, ils me connaissaient pas. Fait qu'ils sont venus. Puis là, le ministre nous annonce, quand il fait son affaire, il dit la solution la plus intelligente, c'est de ramasser ces caribous-là, puis les sauver, puis les envoyer à Saint-Félicien. Fait que, puis normalement, moi, j'étais juste là comme un assistant. Il y avait une cinquantaine de personnes à la conférence, dont des Autochtones. Puis, normalement, après ça, il y a une période de questions pour les journalistes. Et l'animatrice, je ne sais pas pourquoi, elle a dit, bon, ben là, c'est la période de questions après tous les discours. Mm-hmm. Elle vient annoncer que là, c'est la période de questions pour les journalistes, puis elle dit, puis s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions en même temps, ben là, la porte est grande ouverte. Ça fait que je me suis dépêché à poser une question, puis c'était plus une affirmation. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai dit, vous les enverrez pas d'ici, ils vont rester ici. Il dit, ça va être votre Waterloo, ça va vous coûter votre poste. Là, j'en mettais un peu, tu sais, pour... Okay. Des fois, de temps en temps, tu en mets un peu plus pour être c'est pour ça qu'on nous dit un peu baveux. Fait que j'ai dit au ministre, ça va vous coûter, puis ils partiront pas d'ici, ils vont mourir là à la place. Moi, j'aime autant les voir mourir sur le territoire que les voir mourir dans un enclos. Pourquoi?
Ben parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme c'est des bêtes qui ont vécu depuis des millénaires en liberté. Et tu emmènes ça dans un enclos, t'en fais un peu comme moi je vois ça un peu comme quand tu vas dans un zoo puis tu vois un ours qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Bête de cirque. Ben c'est même tu sais il devient un peu comme zinzin, c'est un animal qui surtout s'il était pris en nature. Puis même, ils n'ont plus le droit de faire ça. Légalement, là, à cette heure, quand tu veux emmener, sauf si, exemple, tu ramasses un animal qui est blessé, puis tu peux pas le retourner en nature, là, tu peux le garder. Mais tu peux pas prendre une harde comme ça, là, qui est en santé, puis les emmener la seule façon d'en avoir aux zoo de Saint-Félicien, parce qu'ils n'avaient perdu 21 l'année d'avant. Ah ouais. Ils sont tous morts dans l'espace de 2 semaines. À cause que, 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Parce qu'il y a juste une erreur de nourriture, probablement. Ils n'ont pas donné la bonne moulée. Wow, okay. Ils sont morts. Fait que c'est des bêtes c'est ça, une bête sauvage, c'est une bête sensible. C'est pas, c'est un peu comme le loup n'est pas un chien encore. Tu sais, il y a une résistance à tout ce qui est dans la nature, mais quand tu arrives à le couper de sa liberté, puis en même temps, souvent, changer sa nourriture pour de la nourriture un peu plus artificielle, ben, c'est ça. Pas adapté. Fait que le caribou était tellement une espèce sensible, c'est bien. Fait que nous autres, ils voulaient ramasser à l'époque, il y avait 18 bêtes qui restaient. Fait que nous autres, on a dit, ben, ils partiront pas. Puis avec les communautés autochtones, on s'est organisé pour qu'ils partent pas. Et on a fait en sorte que le ministre perde sa job. Puis justement, si vous parlez des actions que vous avez menées avec les communautés autochtones, avez-vous des exemples d'actions que vous avez faites pour s'assurer que les caribous restent en territoire habituel? Ben en fait, c'est ça, c'est que nous, on collabore avec les communautés. Moi, j'ai travaillé longtemps, dont avec mon père, j'ai travaillé longtemps à Kitsakik, mais j'ai travaillé avec plusieurs autres communautés un peu partout au Canada. Donc, j'ai une affinité avec la philosophie et aussi les autres me font confiance. Puis dans plusieurs débats, on a gagné des causes en s'associant avec les communautés autochtones. Fait que les autres, naturellement, ils vont te faire confiance s'ils te font confiance d'avance. Autrement dit, il faut qu'ils apprennent à te connaître avant de te faire confiance. Quand un étranger arrive là, tu sais, il va pas le dire, tu sais, que je vais vous faire de quoi, là. On travaille. Confiance. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on a toujours pris le principe qu'on travaille avec les gens et pas, ils travaillent pas pour nous autres, nous autres, on travaille avec. Fait qu'avec les communautés, c'est ça, on s'est battu dans le cas de la bataille des BPC. Je sais pas si t'étais né à l'époque, mais ils voulaient emmener tous les produits toxiques de l'Est d'Amérique du Nord à Sainte-Terre pour les brûler. Okay. Puis on a réussi avec les communautés autochtones à empêcher que ça se passe. Parce qu'on a bloqué les 3 entrées de l'Abitibi quand ils ont voulu envoyer les premiers voyages. Dans le coin de Ville-Marie, dans le coin de Chifougamau, puis ici sur la 117 dans le parc de la Vérandrie. Fait que là, on les a fait perdre ça, c'était une des batailles. Une autre bataille, c'était au Témiscamingue avec les communautés de là-bas. On avait réussi à empêcher qu'ils coupent tout le cèdre parce que la compagnie voulait ramasser tout le cèdre pour faire des copeaux pour fabriquer des panneaux agglomérés. Là, on dit ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais, les cèdres, ça peut vivre. On le sait, les plus vieux cèdres sont en Abitibi. Il y en a il y a plus que 1000 ans. Fait que, tu sais, c'est des essences. C'est surtout c'est l'essence qui a servi à sauver les Jacques Cartier puis sa gang quand il y avait le scorbut. D'ailleurs, quand on a passé dans la consultation publique, les Autochtones ils ont rappelé ça, les Anishinabés ont rappelé ça. On n'aurait peut-être pas dû vous aider quand Jacques Cartier est arrivé. Puis comme sur le caribou, eux autres aussi, c'est le caribou pour les Anishinabés et les tribus des Cris puis tout ça, c'est un peu comme quand tu regardes dans les films de cowboy, le bison. Ici, c'était le caribou et c'était la base de toute la nourriture, les vêtements, je dirais, les outils. Et ils mangeaient tout. C'était la bête qui était encore. Eux autres, ils appellent ça quasiment comme un frère, tu sais. Il donne sa vie pour. C'est pour ça qu'il y avait un grand respect pour le caribou. Et donc, c'est significatif, pas juste au point de vue, c'est un animal, mettons, mais c'était l'animal qui était à la base de tout le pourquoi qu'ils restaient en Abitibi, en fait. OK. Ah ouais, wow. C'est ça, parce que c'était vraiment ce qui servait et de nourriture et de tout. Intéressant. Après ça, on arrive en 2018. Finalement, le temps vous donne raison. On se trouve avec un nouveau ministre responsable de la faune, des forêts et des parcs. Maintenant, qui a changé de couleur, dans le fond, qui est plus du même gouvernement.
Et puis, à la suite de ces élections-là, le ministre il veut élaborer un nouveau plan de sauvetage sur 3 ans qui est en 2 parties. Pouvez-vous nous expliquer, dans le fond, c'était quoi ce plan-là au départ en 2018? En fait, M. Dufour, ça faisait une semaine qu'il avait été nommé ministre. Il m'avait rencontré avant d'être ministre parce que comme font tous les politiciens avant les élections, ils essayent de s'assurer qu'ils vont te promettre mer et monde pour que tu votes pour eux autres. Là, il est élu, il m'appelle, il me dit, j'aimerais ça te rencontrer parce qu'il avait promis, lui, le premier projet qu'il va terminer dans son mandat en commençant, ça va être le troupeau de caribou. Avant même d'être élu, c'est ça qu'il avait promis. Fait que là, il m'appelle pour nous puis je le rencontre, j'étais avec un collègue. Puis il me dit ça, il dit j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement sauver le caribou. J'ai dit écoutez, monsieur le ministre, j'ai dit là, je parle de même quand je peux pas être sûr qu'il pense pas qu'on est des amis là. Puis je dis monsieur le ministre, il y a 2 façons que je travaille, moi, puis le monde avec qui je travaille. Ou on travaille en collaboration, si on est honnête tous les deux, ou sinon, regardez ce qui s'est passé avec le ministre qui vous a précédé. On l'a envoyé en vacances. Fait que lui, il nous a dit qu'il voulait travailler en collaboration. J'ai dit, on a des spécialistes avec qui on travaille, c'était vrai, 2 spécialistes du caribou, dont celui-là qui était en charge durant 40 ans ici qui était à Rouen, dans le ministère responsable. Puis, je lui ai dit ça. 2 jours après, il me rappelle, il dit, j'aimerais ça les rencontrer, tes spécialistes. J'ai dit, ouais, ok, quand? Ben, c'était 2 jours après. Il y en a un qui était à Québec, mais j'ai dit, ok. Fait que je les appelle, je dis, regarde, je vous paye les billets, puis venez-vous en Val-d'Or, on va y présenter. Puis là, lui, il nous demande, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis les 2 spécialistes, il dit avec nous autres, on peut vous préparer un plan qui va vous servir pour le défendre à l'intérieur de votre ministère, et dire exactement ce que c'est qu'il faut faire, que c'est un plan sur 3 ans. Un des parties des plans, c'est qu'on va chercher des bêtes dans des hardes, des petites hardes, quelques bêtes dans chacune des hardes plus au nord. On les emmène ici, qui auraient été mis au refuge Pajot, parce qu'on avait l'entente avec le refuge Pajot. Okay. Et durant 3 ans, ces bêtes-là vont faire des petits. On s'assure qu'il y a une diversité génétique, donc c'est pas toujours le même mâle avec la même femelle, pour être sûr. Puis après ça, les adultes sont retournés dans les hardes originales. Parce que tu peux pas garder, à cause que ces bêtes-là sont tellement imprégnés de leur territoire que si le lendemain que tu les sors de la cage ou de l'enclos, ils retournent vers leur... C'est ce qu'on appelle le homing, justement, dans l'engrais. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut ramasser juste les petits qui auraient été mis avec quand eux autres, parce qu'ils n'ont pas encore cette imprégnation du territoire. Fait qu'eux auraient été ramenés à chaque année vers la fin de l'automne, quand il y avait eu peut-être 11 mois, là auraient été ramenés avec les caribous de Val-d'Or, qui auraient fait au bout de 3 ans, qu'on aurait eu un entour de 50 bêtes, 50-55. Wow. Parce que là, naturellement, étant dans un grand enclos spécialisé pour ça au refuge, naturellement, il n'y a pas de prédateurs, puis il y a des vétérinaires qui s'assurent que tous les petits, à moins d'un gros problème, vont survivre. Mm-hmm. Naturellement, on aurait augmenté, puis en même temps, l'autre partie du projet, ben, c'était de restaurer le plus possible, fermer des chemins, restaurer l'habitat le plus possible, puis s'assurer pour ça qu'il y ait une certaine protection. Et pour un certain temps, oui, un contrôle des prédateurs, parce que les chemins qu'on a faits, c'est des autoroutes à prédateurs. Mm-hmm. C'est ça qui est le problème. Puis fait que le prédateur, ben c'est comme tout prédateur, c'est des opportunistes. Ils iront pas se marcher dans la grosse neige s'il y a une trail battue. Fait que, contrairement, se déplacer facilement sur le territoire. C'est ça, puis il se fatigue pas. Puis un loup peut faire facilement 40-50 km dans une journée sans se fatiguer. Là. Okay. Fait que lui, il sent un caribou qui peut être en neige. Puis le caribou, lui, il vient pas marcher dans les chemins. Parce que pour lui, il est craintif. Ben, il est craintif parce que normalement, c'est pour ça qu'il vit dans la vieille forêt. C'est dense. C'est encore plus dense qu'ici, tu sais. Okay. Fait que il se cache en bougeant pas. Fait que ben, naturellement, si c'est un loup qui passe pas trop loin, il va le sentir. Puis lui, il est dans la neige tout le temps. Là. Fait que naturellement, il est fatigué. Fait que quand les loups lâchent la traîne, naturellement, ils donnent pas grand chance au caribou. Ouais, là, tu sais. Ouais. Contrairement à quand il était dans le grand habitat où il n'y avait pas de chemin, ben là, il y a très, très peu de loups qui rentrent là. C'est trop d'ouvrages, marcher dans 4 pieds de neige
ils préféraient aller où il y avait des orignaux. Tu sais. Ok, je comprends. Est-ce qu'on veut qu'on marche un peu, essayer de retrouver du soleil? On a perdu le soleil qu'on avait, là. Et après ça, on remonte, on va sauter en décembre 2019. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs voulait procéder, dans le fond, à une nouvelle méta-analyse. Puis le plan de 3 ans en 2 segments n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, juste pour te dire, d'abord, nous, on s'est dépêché à lui concocter ce plan-là avec, comme je te dis, avec les 2 spécialistes. Ça nous a pris, je pense, c'est à peu près 4 semaines d'ouvrage. Et on lui a remis, puis on n'a toujours jamais reçu d'accusé de réception. Okay. Oui, il a jamais nous a. Donc, là, on a compris que la seule chose qu'il avait voulu, c'est encore un peu gagner du temps, puis nous occuper, puis. Puis pourquoi il n'a pas fonctionné, c'est parce c'est qu'ils ont jamais voulu le mettre en des étapes pour le faire, tu sais. Ils n'ont pas voulu mettre ni l'argent, ni le temps ou les personnes. Parce que nous, on avait, comme je te dis, on avait le refuge Pajot, on avait les communautés autochtones qui auraient travaillé là-dessus. Ouais. On avait tout le monde, là. Tout le monde était synchronisé, dans le fond. Puis on avait même trouvé, on aurait eu à moitié de l'argent qui était fourni par le fédéral, que le fédéral nous avait dit qu'il était prêt à collaborer. Et le ministère, comme le ministère n'a pas voulu ici, on n'a pas eu cet argent-là. Fait que dans le fond, en faisant cette analyse-là, ça a permis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de gagner du temps. Mais c'est qu'est-ce que ça l'apporte justement au ministère de gagner du temps? Ben, c'est comme je te dis, c'est que le ministère, il y a 2... Et c'est là que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à faire retourner la faune avec l'environnement, ce qui était plus normal, parce que les 2 travaillent en conservation, en protection. Tandis que le ministère des Forêts, quand la faune était là, c'est qu'il y avait comme deux missions contradictoires. 1, conserver la faune, et 2, donner des forêts pour l'industrie. Ouais. Tu sais. C'est comme si avait tout le temps les mains liées, dans le fond. Ben, c'est ça. Ça fait que s'il voulait protéger le caribou, ça voulait dire que tu enlèves théoriquement une partie de territoire à l'exploitation. Et c'est ça, c'est fait des concessions. Puis il y a un seul ministère. Et mettons que le côté forestier était beaucoup plus important parce qu'il rapporte beaucoup plus que la conservation à court terme. Et nos gouvernements marchent toujours à court terme. C'est d'ailleurs la problématique pour l'environnement, c'est du long terme. Et les gouvernements, sont élus pour 4 ans. Puis, ils veulent pas des grandes affaires à long terme. Puis là, on refait un saut dans le temps, mais là, on se rapproche de maintenant. On est en 2020. Les caribous étaient capturés en pleine pandémie dans le plus grand secret pour être placés dans un enclos de 1,8 hectares. Ça l'équivaut environ à 2 terrains de football. Est-ce que vous avez été surpris de cette nouvelle-là? Ben, en fait, ce qui est surtout un peu surprenant et ce que je te dirais un peu bizarre, c'est que tu fais ça en plein milieu de la pandémie et que la pandémie était déclarée puis que là, on disait qu'il fallait que tu te tiennes à distance, etc. Tandis que pendant ce temps-là, t'emmènes des gens. Quand tu pognes un caribou, t'as pas la bonne distance, mettons, la première des choses. Et l'autre chose, c'est que tu les emmènes d'un enclos, c'était l'enclos de maternité. Et c'est beaucoup trop petit pour des animaux comme ça. D'ailleurs. C'est mal adapté. Ben, c'est vraiment pas adapté. Là, c'est vraiment, c'est comme si tu prends un chien puis tu lui donnes une corde de 6 pieds, tu sais, c'était un peu pour le caribou, là. C'était beaucoup trop petit. Il pouvait vraiment même pas se déplacer. C'est ce que, en fait, est arrivé. C'est que le caribou n'a pas été capable de vraiment survivre. D'ailleurs, puis ça, c'est l'autre affaire. Ça, ils l'ont, si je me rappelle, c'était en mars. Et au mois de juin, puis là, ils ne nous l'ont pas dit, il y a le mâle alpha qui est mort. OK. Puis quand je te dis, ils ne nous l'ont pas dit, moi, je me suis retrouvé fin juillet. Je suis allé voir l'enclos qu'il y a là, même si théoriquement on n'a pas supposé qu'ils disent de pas l'approcher. Je suis allé là, je suis allé rencontrer le monde. Et là, les gardiens étaient vraiment en panique en me voyant. Là, je comprenais pas pourquoi ils étaient en panique. Je me dis, je m'en viens pas les déranger. Est-ce que vous connaissez les gardiens? Eh ben, ils savaient qui j'étais, tu sais. Okay. Je sais pas si j'avais ma photo, mais ils savaient qui j'étais. Okay. Fait que, mais, là, j'arrive, puis je dis quoi? Je dis, faites-vous en pas, je viens pas ici pour le faire du tort, là, juste voir l'enclos, voir comment elle était organisée, tu sais. Puis là, le lendemain, tout de suite dans les médias, le directeur régional émet, en fait, il sort dans les médias
en disant, il sort dans les médias en disant que là, il y a une bête qui était morte. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont cru que nous autres, on le savait. Et j'étais pas au courant. Fait qu'ils ont pas voulu que ce soit nous autres qui sortent la nouvelle. OK. On a tout appris. Bonjour. C'est ça, c'est que probablement que c'est ça, ils se sont dit que nous autres, on va sortir puis ça ne fera pas une bonne publicité, ça fait qu'ils se sont dépêchés. Mais ils n'ont pas dit naturellement que c'était le mâle alpha. Nous, quand on a appris après ça que c'était le mâle alpha, moi j'ai parlé au vétérinaire. Puis lui, d'après lui, naturellement, il dit on peut pas le prouver, mais probablement qu'il y a eu quelque chose dans la nourriture qui aurait fait que peut-être était du moisi ou quelque chose de même, parce que naturellement, c'était gardé dans un petit container, ben rien vraiment d'hermétique, tu sais, ça prend pas grand-chose, l'humidité, puis taboulé, après puis comme c'est le mâle alpha, ce qui serait logique, et probablement celui-là qui vient marcher qui vient manger le premier, tu sais, comme dans beaucoup de fait que c'est lui qui aurait mangé le plus, c'est pour ça qu'il serait probablement mort. Parce qu'ils ont fait une nécropsie, qui est un peu une autopsie comme ils font chez les humains quand ils meurent, il y a des causes que tu connais pas. Puis ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais trouvé la cause. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment un peu spécial. C'est qui a fait justement cette nécropsie-là? La nécropsie, c'était les spécialistes de l'UCROP, je pense que c'est à Saint-Hyacinthe, c'est des spécialistes des animaux sauvages. Fait qu'eux autres, normalement, si tu lui dis, regarde, on veut savoir exactement de quoi qui est mort, ils défont tout l'animal, ils sont capables de trouver s'il y a eu un empoisonnement, s'il y a eu, je sais pas, une maladie ou un virus ou quoi que ce soit. Là, les rapports qui ont pas rendu public nous ont dit qu'ils ont rien trouvé. OK. Et ce qu'on sait, c'est que l'animal donc le mâle alpha, c'est le plus fort habituellement. Fait que c'est pas normal qu'il serait mort comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était maigre. Ça, tous les autres étaient maigres aussi. Ils ont été un peu chanceux. Suite à ça, là, ils sont aperçus. Ils ont dit, il faut augmenter les doses de nourriture parce qu'on n'a pas toutes les parts. C'était préoccupant. Puis c'était vrai. C'est ça a été une improvisation. C'était des jeunes qui sortaient de l'école, qui étaient comme gardiens. Ça fait qu'eux autres, c'était pas du jour au lendemain que tu deviens spécialiste, surtout d'une bête comme ça, là, tu sais. Fait qu'ils voyaient pas à cause du poil, ils voyaient pas nécessairement si la bête était en bonne santé ou quoi que ce soit. OK. C'est ça, ils ont perdu le mâle alpha, puis après ça, je sais qu'il y a eu aussi, la première année, ils nous ont pas dit que la deuxième année, qu'il y a eu un petit aussi qui était mort à la naissance, ce qui est encore un peu spécial. Quand tu dis que, tu sais, ces bêtes-là, elles peuvent pas avoir été courues par un prédateur qui aurait pu faire en sorte que, tu sais, c'est ça. En fait, c'est là que nous autres, on arrive à la conclusion que le ministère, il espère juste qu'ils finissent par disparaître. Oui. Parce que là, c'est un enclos, ils n'ont aucun plan pour les remettre en liberté. Puis si tu les gardes trop longtemps dans l'enclos, le problème, c'est qu'ils deviennent comme des vaches, ils seront plus assez alertes pour réagir aux prédateurs. Tu sais. Ils font rien pour les garder alertes. Ouais. Normalement, au VC, ils ont la même expérience, mais il y a des gens qui se promènent une fois de temps en temps avec des chiens à l'intérieur, naturellement au bout d'une nest, juste pour les stimuler à avoir tout le temps rester alerte, à avoir peur du prédateur. Tu sais. Sinon, si tu fais pas ça, tu sais, ça fait comme un chien qui a pas aucun danger. Tu sais, tu gardes un petit chien dans la maison, tu sais, il a toute sa vie, puis là, il est pas habitué à être dehors. Tu sais, c'est la même chose pour eux autres, ils sont pas habitués d'avoir des dangers. Il n'a jamais eu dans sa maison, le petit chien, mais le caribou qui est dans l'enclos, s'il n'y a aucun danger dans sa vie, tu sais, est-ce que c'est un peu les condamner que de les mettre en enclos comme ça? Pour nous autres, c'est exactement ça ils ont pas de plan. Fait que ou il y en a un, puis ils veulent pas le mettre en pratique, mais jusqu'à date. Parce que même après la méta-étude, dans la première page de la méta-étude, la conclusion est décrit. Le problème des caribous, c'est qu'on récolte carrément tout leur habitat. Ça fait qu'ils pourront pas survivre. Puis ça, c'est pas nous autres qui l'écrit, c'est le propre membre du ministère qui a écrit ça quand ils ont fait la méta-étude. Donc, partout dans le monde, c'est connu pourquoi que cette espèce-là va disparaître. Puis c'est juste logique. Tu vas disparaître de son habitat, tu sais. Ouais. C'est un peu ça qui fait. Puis en plus, c'est ça. Puis là, comme il devait normalement, après la méta-étude, tirer ses conclusions puis émettre un plan, ben là, il a décidé de faire une commission indépendante
où, à l'époque, ce qui était fait juste la dernière année de son mandat, mais dans la commission, il n'emploie aucun biologiste, aucun spécialiste de l'espèce comme commissaire. Fait que là, c'était des gens des administrateurs, deux anciens sous-ministres, OK. et la rectrice à l'Université Laval dans la section forêt, OK. qui est encore là. Fait que nous autres, on a dénoncé ça, on disait, tu sais, si tu fais une commission en plus, encore une fois, pour étirer le temps, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on trouve de nouveau? Mm-hmm. Puis encore une fois, la commission émet son rapport, puis elle était entièrement d'accord avec ce qu'on a dit. Ah ouais? Et nous autres, puis les gens qui se préoccupent de l'espèce, on a été surpris de cette conclusion-là. Fait que le ministère a dit, ben là, on va le faire analyser sa propre commission qui a mis sur pied, qui a choisi les commissaires, tout. À un moment donné, c'est que tu peux pas tu peux pas arriver à d'autres conclusions qu'ils veulent pas pantoute. T'sais. Ils veulent pas tenter rien. Là, maintenant, ça fait maintenant 4 décennies que vous vous battez, dans le fond, pour la survie du caribou. Est-ce que vous gardez toujours espoir? Ben, ce qui me porte à voir, tu sais, beaucoup de gens vont me dire, c'est ça, tu dois être rendu plus pessimiste, pourquoi tu continues à te battre, ben, moi, ce que je dis, c'est que il y a des personnes, il y a d'autres mondes qui vivent après moi. Il y a ma fille, puis il y a mes petits-enfants, puis il va y avoir encore des gens qui vont survivre. Ouais. Puis je sais qu'on a besoin d'avoir une bonne biodiversité si on veut garder les services écologiques, ce qui nous fournit la nourriture, ce qui nous fournit c'est l'air, ce qui nous fournit l'eau, etc. C'est des écosystèmes équilibrés puis en bonne santé. Fait que moi, je me dis, j'ai pas le choix de continuer en espérant, puis je te dis, je vois des jeunes qui s'impliquent. Mm-hmm. Je me dis, mais tu sais... Ça donne espoir. Ça me donne espoir. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme les gens, on regarde ce qui se passe en Ukraine. Je veux dire, des bombes te tombent dessus, tu peux dire, regarde, il n'y a pas rien à faire, puis je vais attendre de péter. Ou sinon, ben, je vais me battre en espérant que peut-être il y a une chance sur 1000 qu'on puisse renverser la situation. C'est un peu on est dans un état de guerre, excepté que c'est pas des bombes qui nous tombent dessus, c'est nous on détruit les bases de ce qui est les bases de notre vie. Parce que quand tes systèmes n'est pas équilibré, ton eau devient moins bonne. Ouais. Puis après ça, ton air, on le voit. Alors, puis là, le réchauffement de la planète, c'est tout ça qui est basé sur notre mauvais système de consommation à plus finir. Tu sais. On dépasse la capacité de ce qui est nécessaire pour nous donner et la vie à nous autres et nous garder en vie. Et on s'aperçoit qu'on a besoin des écosystèmes. Ouais. Puis quand tu as une espèce comme le caribou qui disparaît, ben il te dit, dans cette situation-là, on n'est pas dans le bon chemin, on dépasse la capacité, il faut absolument dire, il faut modérer. Mais là, nos gouvernements, comme je te dis, travaillent à court terme. C'est quelle action qui pourrait être prise? Ben, la seule chose qui a toujours fait changer, ça a été les prises de conscience des populations. Malheureusement, dans le temps, des fois, c'est des révolutions qui sont, comment tu vas dire, dans le temps, il y a eu des révolutions armées, là. Moi, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère qu'on va réussir à mobiliser assez de gens qui vont dire au gouvernement, écoute bien, là t'es censé nous représenter, puis ce qu'on veut, mais c'est ça que tu fais. Puis il y a des, je te dirais, il y a souvent des actions qui se passent qu'on voit qui passent pas trop dans les médias, mais qu'on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus conscients que on est dans un monde comme ça. On dit pas, le monde n'ose pas dire le mot guerre, mais moi je fais pas d'autres mots pour dire qu'on est dans un état de guerre, puis on doit agir en conséquence, ou on se débat, puis où on se laisse aller, puis on va tout disparaître. Mais moi je crois, comme je dis, je me pose pas la question, il faut se battre, là, puis je me bats, c'est tout. Si je gagne pas, c'est ça. je m'envoie de toute façon dans quelques années, je vais être parti, ça fait que c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais je pense, sincèrement, là, j'ai vu, moi, dans les dernières années, autant des jeunes, même au primaire, être conscients de ce qui se passe, ce qui n'était pas dans mon temps. Okay. Fait que naturellement, quand j'ai commencé dans les années 70, on n'avait pas ni la connaissance fine qu'on a aujourd'hui de la situation, puis on n'avait pas le nombre. Aujourd'hui, les jeunes, toi, puis les générations qui descendent, vous êtes plus nombreux
que notre génération, parce qu'on disait, moi je suis de la génération des bébés boomers, on a toujours dit c'est nous autres qui réglaient tout. Mais les jeunes se rendent pas compte qu'ils sont rendus plus nombreux. Fait que s'il y avait 30%, parce que dans ceux qui n'ont pas voté, souvent c'est beaucoup de jeunes, mais ils comprennent pas que ça représente 30%. C'est plus de monde qui n'ont pas voté que du monde qui ont voté pour la CAQ présentement. C'est 27%. Fait qu'il y avait plus de monde qui n'ont pas voté que du monde qui ont voté pour le gouvernement qu'on a actuel. Tu veux-tu qu'on retourne par là-bas? Peu importe, peu importe la direction, là. Mais justement, je pense que ça fait le tour des questions que j'avais. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment très éclairant aussi sur le dossier. Ça me fait bien plaisir. Donc, on est de retour en studio, encore une fois avec Emery. Donc, merci encore pour l'entrevue. C'était très intéressant. Donc, je pense que ça ferait être le fun de wrap-up ça en faisant quelque chose c'est ça, de résumer un peu les propos qui ont été dits, peut-être... Absolument, une longue entrevue quand même qu'on a faite en forêt. Ouais. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, sur un aspect sur lequel j'aimerais qu'on mette de l'emphase, c'est la conclusion de M. Jacob, qui garde quand même espoir dans tout ça. Il compare justement la situation actuelle de la préservation de l'environnement à une guerre. Pour lui, c'est vraiment une guerre qui mène. Et c'est pour ça qu'il est autant investi depuis les dernières années. Et lui, ce qui le motive, ou ce qui lui fait garder de l'espoir, justement, c'est de voir les générations actuelles, les plus jeunes générations, qui sont plus nombreuses à vouloir s'investir dans cette cause-là. Ça, effectivement, je pense que ça lui fait garder espoir. Et aussi, j'aimerais qu'on reparle de toute la complexité de cet enjeu-là, de la conservation de la faune et de la flore. Tu sais, on voit justement que le caribou forestier est vulnérable, sa situation est difficile. Cependant, il faut tout de même considérer l'industrie forestière là-dedans. Tu sais, c'est des emplois aussi. On a besoin d'une certaine façon de l'exploitation parce que on consomme, veut pas, on a besoin de bois pour construire nos maisons. Mais c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre préservation et exploitation. C'est un équilibre qui est très dur à trouver. Tu disais que justement, le caribou, il est tellement vulnérable à l'activité humaine là, que comme ça l'impacte vraiment, puis quasiment plus que d'autres espèces, là. Surtout avec les aménagements du territoire, comme on parlait tantôt. Là. Fait que exactement. C'est une balance qui est difficile à... Exactement. Puis par rapport à ça, par rapport dans une perspective un peu de développement durable, M. Jacob en parlait, le caribou, c'est une espèce parapluie, c'est le baromètre. Alors, si on exploite à un niveau où est-ce que le caribou ne peut pas subsister, c'est qu'on ne fait pas bien la chose. Il faut revoir nos pratiques, il faut y repenser, dans le fond. Puis est-ce que lui donnait des suggestions ou c'est encore dans l'hypothétique ou est-ce que lui a des solutions à apporter à ça ou c'était plus philosophiquement qu'il disait ça? Bien, lui, effectivement, il apporte des solutions, c'est dans le sens qu'il veut préserver une certaine partie du territoire qui est assez grande justement pour permettre aux caribous de pouvoir se promener, avoir un garde-manger adéquat en quelque sorte. Cependant, c'est peut-être trop large pour ce que le ministère veut accorder parce qu'il y a quand même l'industrie forestière qui exploite dans ce territoire-là. Alors, c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Et justement, comme je parlais en tout début d'épisode, le gouvernement du Québec qui veut revoir sa stratégie pour protéger le caribou qui va être publiée au mois de juin, ça fait beaucoup jaser. Et dernièrement, justement, en fin de semaine passée, c'est très d'actualité, il y a un syndicat Unifor à Saint-Félicien qui a regroupé plusieurs travailleurs de l'industrie forestière qui ont fait une grande marche. Il était environ 1000. Et eux, ce qu'ils revendiquent, c'est de se faire écouter parce qu'ils ont l'impression que présentement, dans le dossier, ils se font pas entendre et ils ont peur de perdre des emplois pour la protection du caribou. Tu sais, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Alors, eux, ça leur fait peur, mais en même temps, comme on vient de le voir tout au long de l'épisode, on assiste pratiquement à l'extinction d'une espèce. Ouais, c'est ça. Puis t'avais pas... Il me semble que c'est ça. J'ai vu ça passer. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement fédéral et du changement climatique. Je crois qu'il a fait une initiative, non? Oui, exact. Dans le fond, Stephen Guilbeault n'était pas satisfait de ce que le gouvernement du Québec faisait présentement en matière de protection du caribou. Alors, il a recommandé au gouvernement fédéral de Justin Trudeau d'intervenir dans le dossier. Et de, prendre des mesures concrètes parce que, tu sais, ça a été mentionné plus tôt dans l'épisode, dans l'entrevue avec M. Jacob, il y a une loi sur la protection des animaux. Tu sais, on leur donnait un statut. Alors, à leur donner un statut, il y a aussi un cadre législatif, il y a un cadre légal. Il faut respecter les lois qu'on a adoptées, les ententes, liées au fait, justement, que c'est une espèce qui est considérée comme vulnérable ou menacée. C'est ça. Fait que c'est encore... Parce que là, du côté politique, on voit qu'on veut
peut potentiellement changer les choses. Mais là, tu as tous les gens qui sont dans ces industries-là qui aussi se soulèvent. Là. Fait que c'est ouais, je comprends. J'avais lu un texte par rapport à ça. Et les gens de l'industrie sont pas contre la protection du caribou. Ils veulent se faire entendre parce que eux, ce qu'ils disaient aussi, il y a un travailleur qui parlait, qui disait on est probablement les personnes les mieux placées pour connaître comment bien protéger le territoire, parce que nous, on travaille dans le bois, nous, on est sur le terrain. Et eux, ce qu'ils revendiquaient, dans le fond, c'était de laisser certains endroits protégés, mais les endroits qui ne sont pas protégés, les exploiter davantage. Alors encore là, tu sais, c'est des façons de voir les choses. Tu sais, non plus, je ne suis pas un expert sur le dossier, j'ai lu rapidement quelques textes par-ci, par-là. Moi, je pense que, globalement, ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment de se questionner sur nos pratiques dans la vie de tous les jours. Tu sais, M. Jacob aussi en parlait. Je pense qu'on consomme peut-être davantage que ce qu'on en a vraiment besoin. Alors, c'est de revoir peut-être c'est quoi nos réels besoins. Puis c'est vraiment un mouvement de masse qui fait, OK, finalement, on peut moins consommer, on peut moins exploiter. C'est probablement ça qui va permettre de préserver la nature. Puis tu sais, ça, c'est pas juste pour le caribou, ça s'applique à pas mal tout. Oui, c'est ça. Puis comme tu disais, ben, les générations futures sont de plus en plus futures, nous, puis les générations plus jeunes sont de plus en plus conscients de ça. Puis je pense que justement, toi, par ton initiative de contacter M. Jacob, puis tu sais, je pense que c'est ça, tu lui as redonné espoir aussi, puis c'est en diffusant cette information-là que les choses vont changer. Fait que je pense que juste avec l'épisode d'aujourd'hui, puis même toi, juste dans ton entourage, tu sais, parler de l'enjeu, tout ça, je pense que ça va vraiment changer les choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui va... On laisse faire. Au moins une prise de conscience, c'est déjà un bon pas, j'ai l'impression. Ben super. Ben merci Marie pour l'entrevue genre immersive dans les bois, puis pour le changement de décor, littéralement, que tu nous as offert pour cet épisode-là. Donc, salut, à la prochaine. Ben, merci à toi, c'est très apprécié de ta part. Puis pour bien clore l'épisode, on se laisse avec une chanson de Richard Desjardins, cofondateur de l'Action Boréale, avec Henri Jacob, justement. Donc, ciao, ciao! Bye! Ah ben, je me suis perdu dans les chemins de compagnie, puis un arbre à perte de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est fait que j'ai vidé un lac. Qu'est-ce que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le crin, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi, tout je n'ai des enfants, leur laisse des beaux restants, puis s'ils sont pas contents, leur reste l'agonistant.